Bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'Association française pour l'étude des sols. Ici Christian Welter. Je vais animer ce webinaire qui est consacré aujourd'hui aux progrès réalisés au cours des dernières années en matière de connaissance de la microbiologie des sols et essayer de vous montrer quels ont été ces progrès et comment on passe aujourd'hui à l'application dans le domaine du diagnostic environnemental. Donc pour cela, nous avons aujourd'hui deux spécialistes de la question qui vont intervenir de façon successive dans le même webinaire. D'une part, Pierre-Alain Marron, qui est directeur de recherche à l'INRA et qui est membre de l'UMR Agroécologie de Dijon. Et puis d'autre part, Philippe Cuny, qui est professeur à Aix-Marseille Université et membre de l'Institut méditerranéen d'océanologie. Donc avec Lionel Ranjard, qui est aussi co-participant de cette présentation, on va avoir une synthèse, un état de l'art des connaissances dans ce domaine actuel. Donc je donne directement la parole à Pierre-Alain Marron, qui va faire la première partie de cette présentation. Pierre-Alain, à toi la parole si tu veux bien. Merci. Donc, eh bien, je vais attaquer cette présentation. Alors d'abord, nous tenons à remercier l'Association française pour l'étude des sols et donc Christian Welter pour leur invitation à réaliser ce webinaire sur l'utilisation de la microbiologie moléculaire pour le diagnostic environnemental. Vous le verrez, donc cet exposé s'appuie sur un ouvrage qui a été commandité par l'ADEME et dont le titre est « La microbiologie au service du diagnostic environnemental ». Nous allons réaliser l'exposé à deux voix entre Philippe Cuny et donc moi-même. Je vais commencer par une courte introduction avant de passer la parole à Philippe qui vous exposera donc l'évolution des approches de caractérisation des communautés microbiennes. Il enchaînera sur la présentation des approches de métagénomique et métatranscriptomique qui illustrera avec des exemples d'application. Je reprendrai ensuite la parole pour vous présenter l'approche de métaprotéomique que j'illustrerai là aussi avec un exemple d'application avant de terminer par une courte conclusion de l'exposé. Donc, l'ensemble de l'exposé sera centré sur les communautés microbiennes, comme vous le voyez sur ce petit schéma. Donc, on va parler d'organismes de taille et de forme qui peuvent être très variables, avec des particularités liées à ces organismes. Et le plus emblématique, je pense, c'est leur petite taille. Ce sont donc des organismes microscopiques, donc invisibles à l'œil nu, qui présentent des temps de génération qui sont généralement très courts, avec une plasticité de génome très importante. Et ce sont donc des communautés qui sont capables de répondre très rapidement aux modifications environnementales. Toutes ces particularités confèrent à la composante microbienne de l'environnement une énorme capacité d'adaptation. Et cette capacité a permis à ces communautés de coloniser l'ensemble des environnements à l'échelle de la planète, que ce soit les milieux aquatiques, le sol, l'atmosphère, les environnements industriels, et puis donc même si ce ne sera pas le but de l'exposé d'aujourd'hui, mais on connaît bien aussi la colonisation des fleurs intestinales par ces communautés microbiennes. Cette colonisation est très importante, donc tous les environnements, mais également à des niveaux de densité qui sont très importants, puisqu'on va pouvoir dénombrer des milliards d'individus dans ces différents environnements, et à des niveaux de diversité également impressionnants, puisqu'on va avoir des millions d'espèces qui vont pouvoir coloniser chacun de ces environnements. À ce titre, la composante microbienne est aujourd'hui bien reconnue comme le principal réservoir de diversité à l'échelle de la planète et représente à ce titre un véritable patrimoine naturel à préserver. Au-delà de cet intérêt patrimonial des communautés microbiennes de l'environnement, bien ces communautés sont de véritables acteurs de l'environnement. Leur activité va être déterminante bien pour de nombreuses fonctions qui sont à la base des services que vont pouvoir rendre ces différentes matrices environnementales. Je vais vous donner l'exemple du sol avec donc quelques exemples de fonctions dans lesquelles les communautés microbiennes sont impliquées. Elles vont jouer sur des mécanismes à la base de la structuration du sol, donc très important pour la fertilité physique des sols.
des mécanismes, des fonctions liées à la minéralisation de matières organiques au niveau du sol, donc de recyclage du carbone et des nutriments, et plus généralement, elles vont être impliquées dans les transformations des cycles biogéochimiques. Elles vont également être impliquées dans les mécanismes de dépollution du sol et également dans des mécanismes de lutte contre des pathogènes et notamment des pathogènes végétaux. Je vous illustre sur cette diapositive très rapidement quelques exemples de démonstrations expérimentales du rôle de ces communautés et plus précisément de la diversité de ces communautés pour différentes fonctions donc qui déterminent le fonctionnement biologique du sol. Donc, dans ces illustrations, elles sont basées sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va manipuler au laboratoire la diversité de la communauté microbienne du sol. On va en microcosme pouvoir simuler donc une baisse de diversité et dans les résultats que je vais vous présenter, c'est une baisse qui correspond à environ 30% des espèces. Et on regarde ainsi l'influence de cette baisse de diversité sur différentes fonctions. Donc, dans ces démonstrations, nous avons pu voir que la baisse de diversité pouvait induire une baisse jusqu'à 40% de la minéralisation de la matière organique, une baisse jusqu'à 50% de la productivité végétale. Donc, on voit que cette baisse de diversité, globalement, va jouer sur la fertilité biologique du sol. Cette baisse de diversité peut être à l'origine d'une perte de 50% de la stabilité structurelle, donc affecter les propriétés physiques. Et on a aussi une démonstration d'un temps de rémanence de populations pathogènes exogènes qui peuvent arriver au sol. Ce temps où ces populations vont réussir à se maintenir dans le sol augmente dans des sols où la diversité a été affectée. Donc, on démontre ainsi que cette diversité microbienne, indépendamment de son rôle dans les fonctions des cycles biogéochimiques ou dans des phénomènes de structuration du sol, elle va également jouer un effet barrière pour l'implantation d'organismes exogènes. Alors, ces communautés jouent un rôle fonctionnel, sont très abondantes, très diversifiées, et elles vont également représenter des marqueurs de l'environnement. Et elles vont être exposées aux différentes pratiques, aux différentes modifications environnementales qui sont liées donc aux pratiques liées à l'agriculture, à l'urbanisation, au changement climatique, aux pollutions, à l'industrialisation, etc. Ces différentes activités vont modifier l'environnement et donc modifier ces communautés, vont répondre à ces modifications par des changements en termes d'abondance, de diversité et également d'activité. Et à ce titre, les communautés microbiennes sont aujourd'hui considérées comme des indicateurs de la qualité de l'environnement. Des indicateurs microbiens qui vont pouvoir être utilisés pour déterminer, on va dire, le bon état des matrices environnementales, mais aussi pour suivre l'évolution de cet état suite à une perturbation ou à des pratiques de réhabilitation. Alors, pourquoi un ouvrage sur la microbiologie moléculaire ? Eh bien, c'est une rédaction d'ouvrage qui a débuté à partir d'une réflexion de l'ADEME, d'un constat sur le fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'outils qui permettent de caractériser les communautés microbiennes dans l'environnement. Donc, des outils historiques qui sont centrés sur des approches de microbiologie pastorienne, donc assez anciens, et puis un développement, une explosion d'outils récents de plus en plus utilisés, notamment dans des contextes de bioindication. Et donc, suite à ce constat d'une abondance d'outils, eh bien, l'ADEME s'est interrogée sur plusieurs niveaux. Est-ce que la microbiologie moléculaire est toujours l'approche la plus adaptée ? Quels sont les avantages et les limites de ces outils ? L'état d'avancement technique avec le souci d'évaluer si cet état d'avancement est le même en fonction des matrices environnementales. Et donc, on va vous parler aujourd'hui de sol, mais aussi d'eau. Et puis, le livre apporte également sur les sédiments, l'air et les déchets. Également, une interrogation sur le domaine des possibles de ces approches, qu'est-ce qu'elles permettent, ne permettent pas, et dans quelles situations elles vont être à même d'apporter des informations pertinentes. Toutes ces interrogations donc ont amené à la construction de l'appel d'offres qui a abouti donc à la rédaction de l'ouvrage et l'objectif était bien d'apporter un regard d'expert sur l'ensemble de ces interrogations.
Alors, quand on parle d'expertise, eh bien, les experts, on était une soixantaine d'experts impliqués sur la rédaction de cet ouvrage, avec différentes expertises, des experts, bien sûr, dans les approches omiques, qui vont vous être déclinées juste après, des expertises en écologie microbienne, en microbiologie environnementale, et puis des experts représentatifs de chacune des grandes matrices, sol, eau, atmosphère et déchets. On avait une représentativité des différents principaux instituts de recherche, de grandes universités également, et puis notamment une université en Allemagne, excusez-moi, et puis des experts donc issus de structures privées. Voilà, donc j'en termine avec cette introduction et je vais laisser maintenant la parole à Philippe Cuny qui va vous parler de l'évolution des développements méthodologiques pour la caractérisation des communautés microbiennes. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je reprends effectivement cette présentation. Alors, dans un premier temps, je parlerai un petit peu de l'évolution historique et des différentes techniques et des outils utilisés en microbiologie. Puis, je parlerai plus spécifiquement donc, de la métagénomique et de la métatranscriptomique. Il est certain que lorsqu'on s'intéresse à l'étude de systèmes complexes, ce sont les écosystèmes naturels. Lorsqu'on travaille dans le domaine environnemental, eh ben, on a besoin d'outils d'outils pour pouvoir étudier, comprendre comment évoluent ces systèmes. Et on a constaté que les progrès en sciences environnementales étaient étroitement liés au développement des techniques et des outils qui permettent justement à la fois l'observation du milieu, la caractérisation physico-chimique des matrices, l'échantillonnage, ce qui n'est pas forcément évident suivant effectivement le type de matrice dans lequel on travaille, que ce soit dans le sol, dans les sédiments ou même dans la colonne d'eau au niveau océanique. Il faut avoir des systèmes qui permettent des échantillonnages, par exemple par grande profondeur. La caractérisation également de la diversité des communautés, à la fois donc au niveau de la structure et de la fonction, donc du rôle de la biodiversité de ces communautés. Donc on a besoin d'outils pour cela. Et c'est vrai que pendant finalement assez longtemps, on ignorait même l'existence des micro-organismes. Et finalement, c'est grâce au développement de techniques d'observation du monde microbien qu'au XVIIe siècle, on a commencé à prendre conscience de l'existence de micro-organismes. Donc, notamment le développement de techniques d'outils optiques qui permettent l'observation de ces micro-organismes, de systèmes de lentilles, notamment en ce qui concerne les expériences de Van Leeuwenhoek, donc en 1674. Donc ça, c'est une première prise de conscience, mais à l'époque, on croit encore que les micro-organismes, spontanément, à partir de matrices abiotiques, apparaissent. Donc, il y a une génération spontanée. Et c'est grâce notamment aux travaux de Louis Pasteur qu'on a eu finalement la démonstration que finalement, il n'y avait pas de caractère spontané dans l'apparition de la vie, mais qu'il y avait des germes. Donc, c'était toute la théorie des germes qui a pu être mise en évidence grâce à un travail sur des milieux de culture, sur des études de croissance en conditions notamment anaérobies dans un premier temps. C'est également aussi cette expérience que vous connaissez qui est celle de l'expérience de col de cygne, qui montre que dans un milieu riche, qui a été stérilisé, et lorsqu'il n'y a pas de contact, de mise en contact avec l'air, en fait, il n'y a pas de développement microbien. Il faut vraiment un contact avec l'air et les organismes qui se trouvent dans les particules de l'air, qu'on va pouvoir donc avoir apparaître un développement microbien dans ce milieu de culture. Au-delà des travaux de Pasteur, il y a eu de nombreux chercheurs qui ont contribué au développement des techniques d'isolement, de culture et de caractérisation physiologique des micro-organismes, notamment au cours du 19e et 20e siècle. Et finalement, cet ensemble de techniques qui sont toujours utilisées actuellement sont dites des techniques pasteuriennes et qu'effectivement, ce travail d'isolement est important. L'étude de la croissance en faisant varier les milieux de culture, qu'ils soient solides ou liquides, mais également, bien évidemment, le développement des techniques microscopiques qui permettent d'observer donc ces micro-organismes. Ces techniques sont bien sûr toujours importantes, comme je le disais tout à l'heure, mais simplement, toutefois, elles ont un certain nombre de limites. Tout d'abord, il y a, on sait, un faible pourcentage d'organismes qui sont cultivables. Donc, ça veut dire que la vaste majorité de la diversité n'est pas cultivable. Donc, dès lors, comment étudier la biodiversité?
Par ailleurs, il est très difficile avec ces techniques aussi d'étudier les interactions entre les organismes et leur habitat. Il est également très difficile de rendre compte de la dynamique des systèmes naturels et des communautés microbiennes et donc leur lien avec le fonctionnement de ces écosystèmes. Au cours des années 80, on a vu le développement des approches moléculaires, notamment centrées sur les problèmes d'extraction des acides nucléiques et particulièrement de l'ADN à partir de différentes matrices, qui ont permis de développer des approches moléculaires et donc de s'extraire des problèmes notamment de cultivabilité des micro-organismes. Un peu plus tard, notamment grâce au projet de Human Genome, on a eu notamment un fort développement, donc ça c'est les années 90, des techniques de séquençage à grande échelle, mais également de la génomique. Qui dit beaucoup de données suppose aussi bien sûr de développer des techniques permettant de faire l'assemblage des différentes séquences obtenues. Sur cette figure, vous voyez un peu l'historique des grandes avancées, je ne vais pas détailler ici, en génétique, et tout ce qui concerne finalement le génome. Et vous voyez que donc ce travail a été initié dans les années 90 et a conduit donc finalement, en 2003, à une version finie, achevée du génome humain. Donc avec énormément d'évolutions qui sont reportées ici sur cette figure, dans les techniques nécessaires, encore une fois, à l'observation de ces séquences, à la détermination de ces séquences, à l'isolement. Alors quand je parle d'observation, bien sûr, c'est tout le travail notamment sur l'électrophorèse, donc les gels, la caractérisation d'empreintes moléculaires associées donc à ces acides nucléiques extraits. Donc du coup, grâce à ces techniques, grâce à ces développements au cours de ces années, en fait, on a eu un changement de paradigme dans la façon dont on appréhende finalement les environnements et les écosystèmes microbiens. Pendant longtemps, grâce aux techniques pasteuriennes, on a travaillé sur des micro-organismes isolés et progressivement, on est allé vers l'étude de cette communauté microbienne dont vous a parlé à l'instant, donc Pierre-Alain Marron. Ces études sont réalisées sur les différentes matrices, encore une fois, en adaptant bien sûr les techniques d'extraction. Donc ça peut être, comme on l'a dit, dans l'eau, dans le sol, dans l'atmosphère, dans les déchets. Et quelque chose qui s'est développé énormément ces dernières années, c'est le travail sur les microbiotes. Donc toutes ces communautés qui sont associées à des organismes de plus grande taille. Et on sait que ces communautés jouent, comme il a été dit tout à l'heure, un rôle très important dans le fonctionnement de ces organismes. Ce développement et ce changement du paradigme est aussi lié en fait à l'évolution du débit des analyses, qui permet un plus grand nombre d'analyses, donc lié au progrès technique de séquençage, mais également d'analyse moléculaire, mais aussi à la réduction des prix des analyses. Si vous regardez donc au début donc, des années 2000, la réalisation, l'étude d'un génome complet était de l'ordre de 100 000 $, et en 2013, on était de l'ordre de 5 000 $ pour ce même génome, le prix avait très très fortement baissé. À l'heure actuelle, on est de l'ordre de 1 000 $ pour un génome complet, donc vraiment donc une chute de prix, et on parle donc effectivement de nouvelles techniques de séquençage qui vont permettre encore de diminuer ce prix de séquençage. Ce qui est très intéressant, évidemment, lorsque l'on veut bien sûr caractériser un grand nombre d'échantillons dans un environnement complexe, hétérogène. Donc ce grand nombre d'échantillons qui vont être analysés, bien sûr, va générer un grand nombre de données qui sont obtenues pour chaque échantillon, ce qui en soi d'ailleurs peut constituer un défi. Quoi qu'il en soit, ce changement de paradigme, c'est que finalement, plutôt que de partir d'une théorie, avoir des hypothèses, faire des observations et faire des expérimentations visant à confirmer ces hypothèses, finalement, on repart d'observations qui vont progressivement générer vers des hypothèses et éventuellement des théories. Bien sûr, les deux approches ici se complètent, ce qu'on appelle le data-driven science ou science pilotée par les données. Donc, grâce à cette approche, on part dans une période d'exploration des écosystèmes et donc on est capable donc de faire de la biogéographie microbienne, et c'est le cas notamment de ce qui a été fait dans le cadre d'un grand projet au niveau national sur les sols, RMQS, à partir des années 2005, dont je vous parlerai tout à l'heure comme illustration d'une application des approches du métagénomique. On pourrait également parler des expéditions TARA, dont vous avez tous entendu parler, des expéditions au niveau océanographique, où de nombreuses zones océaniques ont été échantillonnées et donc les acides nucléiques ont été extraits, et on a pu ainsi étudier donc des métagénomes, des métatranscriptomes, et ça apporte toute une information nouvelle, des informations nouvelles quant à la diversité, mais également aux fonctions qui sont assurées par ces organismes dans ce genre d'écosystème.
Lorsqu'on a ces systèmes d'observation, lorsqu'on a un jeu dense d'informations qui sont couplées à des informations également provenant de l'environnement, on peut aussi, ainsi, grâce à ça, développer de nouveaux concepts en écologie microbienne. Et donc, ça permet fortement de faire avancer donc, cette discipline, donc l'écologie microbienne. Donc, ce nouveau paradigme des omics conduit à la compilation de grands jeux de données. Alors, il y a un défi, bien sûr, quant au traitement de ces informations. On pourrait aussi très rapidement évoquer le stockage. Donc, il faut pouvoir aussi stocker cette quantité colossale d'informations qui est générée, à la fois sur l'abondance, la diversité, l'activité des micro-organismes, qui conduisent donc à l'obtention de séries spatiales et temporelles, qui sont donc très importantes, comme je le soulignais. Et grâce à cette compilation de grands jeux de données, on est enfin à même d'élaborer des référentiels d'interprétation qui sont indispensables si l'on veut réaliser un diagnostic robuste de la qualité des écosystèmes. Sans référentiel, comment caractériser l'état d'un système? En caractérisant différents systèmes, en étudiant les effets de perturbation, on peut arriver progressivement à connaître donc les variations de ce système et donc du coup d'avoir un référentiel qui permette donc d'indiquer ce niveau de qualité. Alors pour indiquer donc créer ce référentiel, on peut donc faire appel à différents niveaux fonctionnels et associés au circuit d'information génétique au sein des organismes. Donc on peut caractériser la diversité génétique et fonctionnelle. Et pour cela, on peut soit cibler les gènes, soit on peut cibler les transcrits, donc les ARN messagers, donc tout ce qui est issu donc de la transcription de ces gènes. On peut regarder également les protéines, après le processus donc de traduction des ARN messagers. Et enfin, ces protéines, lorsqu'elles sont devenues fonctionnelles dans la cellule, elles vont générer donc des métabolites. Ces métabolites, d'ailleurs, peuvent aussi avoir une incidence sur la régulation de l'état fonctionnel des protéines, qui peuvent également réguler donc les ARN messagers, et ainsi également les gènes. Évidemment, au niveau cellulaire, la cellule microbienne, elle va répondre, elle s'adapte aux phénomènes qui sont liés à l'environnement. Donc bien sûr interne, mais également externe. Donc on a tout un jeu d'interactions qui sont bien sûr très importants pour comprendre le fonctionnement de la cellule, mais qui vont nous permettre donc justement d'aller chercher de l'information quant à son état fonctionnel en ciblant donc ces différents niveaux, gènes, ARN messagers, protéines, métabolites. On pourrait citer également en plus des ARN messagers, également donc les ARN 16S, donc qui interviennent dans la structure des ribosomes et qui sont utilisés donc pour la diversité donc des communautés de micro-organismes. Donc les différentes approches omiques dont on veut vous parler aujourd'hui et pour la suite de cet exposé concernent donc, comme je dis, le génome, le transcriptome, le protéome ou le métabolome. Donc ça, c'est lorsqu'on se place au niveau d'un organisme. Et si on se place à l'échelle d'une communauté, donc on va parler de métagénomique, donc c'est plus le génome d'un seul organisme, mais on va extraire l'ensemble de l'ADN d'un échantillon naturel et on va étudier donc son métagénome. De la même manière, on peut le faire pour l'ARN, donc on va parler de métatranscriptomique, et on peut le faire pareil pour les protéines, donc la métaprotéomique, et enfin pour la métabolomique. Et du reste, il serait presque plus correct, puisqu'on parle de métabolome, on devrait parler de métabolomique, mais pour des raisons bien sûr de praticité, souvent on utilise le terme de métabolomique qui renvoie au métabolome. Alors, toutes ces approches omiques peuvent être bien sûr déployées d'une manière tout à fait indépendante, mais on constate dernièrement qu'on se dit en fait qu'on va avoir un couplage de ces différentes approches. Donc on parle d'approche multi-omique. Alors bien sûr, ça se comprend. Les informations sur le génome nous renseignent sur des activités potentielles, sur les organismes qui sont présents. Les AME ne nous renseignent pas finalement sur les communautés qui sont actives ou sur les gènes qui s'expriment. Donc après, on veut travailler évidemment sur le transcriptome. De la même manière, on n'est pas sûr que des ARN transcrits vont nécessairement donner des protéines fonctionnelles. Donc on peut travailler au niveau des protéines. Et de la même façon, ces protéines, elles doivent aussi être fonctionnelles. Et il y a tous des systèmes de régulation qu'on n'abordera pas ici aujourd'hui dans cette présentation, mais qui aboutissent donc au métabolome. Et finalement, en intégrant toutes ces informations, bien sûr, on a plus d'informations concernant les systèmes. Toutefois, si cette approche ou cette multiplication des approches omiques est légitime et se comprend, et bien sûr, et c'est enrichissant pour chaque approche d'avoir effectivement de faire de la métagénomique avec la métatranscriptomique, il ne faut jamais oublier qu'il y a un traitement bioinformatique qui est chronophage et complexe. On fait appel à des systèmes donc, de pipeline informatique. Toutefois, ça demande beaucoup de travail, de traitement de données, de stockage. Donc, ça demande effectivement du temps. Alors,
Ça demande déjà du temps sur un échantillon. Alors, lorsque vous allez augmenter l'échantillonnage et avoir des séries temporelles et spatiales, il va de soi que ça va prendre beaucoup de temps. Néanmoins, la tendance, elle est d'aller vers des approches multi-omiques. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que les autres approches de culture, de mise en culture des organismes, d'études de leur physiologie, de caractérisation des propriétés physico-chimiques des écosystèmes ne demeurent pas toujours importantes. Elle est primordiale. Donc, je vais maintenant vous parler des approches de métagénomique et de métatranscriptomique, donc celles qui reposent finalement sur l'extraction des acides nucléiques. Lorsqu'on veut travailler sur l'ADN et l'ARN, donc lorsqu'on fait la métatranscriptomique ou métagénomique, en fait, on va voir qu'on peut avoir d'autres types d'informations qui sont associées finalement à ces approches omiques. On peut, bien sûr, et on doit partir donc de l'échantillon environnemental, ici, ce qu'on peut voir sur ce schéma fonctionnel. Donc, on va extraire l'ADN et l'ARN. On ne l'évoquera pas, mais bien sûr, il y a des mises au point de protocoles. Lorsqu'on change de matrice, il y a des défis qui sont associés à ces pommes d'extraction, mais comme on l'a évoqué, on a fait énormément de progrès et on est capable maintenant d'extraire d'à peu près n'importe quel type de matrice. Une fois qu'on a l'ADN ou l'ARN, on a le choix de mettre en œuvre des approches ciblées, des communautés, dans lesquelles effectivement, on va généralement faire appel à des techniques d'amplification, donc de PCR, d'amplification génique, qui permettent donc de cibler grâce à des amorces des zones précises du génome ou de génome. Alors, ça peut être des gènes, par exemple, qui interviennent dans la structure des ARN-CSS, donc on va les utiliser pour caractériser la diversité des communautés, mais on peut utiliser également, on peut cibler spécifiquement des catégories de gènes fonctionnels, par exemple associés à des voies de dégradation de contaminants, par exemple. Alors après, on peut mettre en œuvre des techniques de quantification, comme la PCR ici quantitative, qui permet de donner une idée d'abondance de gènes exprimés ou d'abondance d'organismes associés à des groupes particuliers, dans l'ensemble des organismes. On peut faire appel à des techniques de marquage avec fluorescents, avec des sondes, donc c'est des techniques de fiches. On peut chercher à comprendre quels sont les gènes qui sont associés à des fragments qui ont été isolés. On peut faire développer des techniques de capture de gènes. Mais on peut travailler également sur des puces ADN qui vont renseigner en fonction du type de puce, à la fois soit sur les organismes qui sont présents dans le milieu, c'est-à-dire vous avez sur la puce déposé des séquences qui sont spécifiques de groupes microbiens, par exemple, ou alors sur cette puce, vous pouvez déposer également des séquences qui sont spécifiques de certains gènes. Et donc, en utilisant ces puces ADN, vous pouvez dire, voilà, dans tel échantillon, je vais avoir tel ou tel type de gène qui est présent, ou tel type de communauté présente. Donc, il y a tout un travail ici, bien sûr, lorsqu'on fait des PCR, de séquençage des amplicons, ou alors de séquençage global, donc à partir des ADN et des ARN extraits. Et à partir de ça, donc on peut arriver donc à une étude de l'ensemble, la diversité génétique de l'ensemble de la communauté, et avoir également des informations au niveau fonctionnel, selon le type donc d'approche mise en œuvre, ADN ou ARN. On va retrouver ici sur cette figure un petit peu tout le cheminement qu'on peut avoir depuis l'échantillon jusqu'à l'étude du micro-organisme cultivé, d'une population, ou de l'étude de la communauté microbienne. Donc encore une fois, l'étape d'extraction des acides nucléiques, ADN ou ARN, ou des deux à la fois. On passe par une étape effectivement de fragmentation. On a une étape, si on travaille sur les ARN, de rétrotranscription pour avoir des ADN C, qui seront ensuite évidemment séquencés. Donc on va construire des librairies de fragments. On peut associer ces librairies et les séquencer de manière commune. Donc on parle de multiplexage ici. On va obtenir ensuite les séquences brutes. Il va falloir faire une sélection, donc il va falloir filtrer les séquences. Certaines séquences ne sont pas bonnes, donc il faut les éliminer. Donc il y a des étapes de filtration de qualité. Ensuite, les séquences filtrées, on peut chercher à identifier des gènes. On peut faire un travail d'assemblage qui résulte ensuite à une étude d'un génome. On peut établir des listes de gènes et on peut faire bien sûr aussi des analyses phylogénétiques pour réaliser enfin des comparaisons taxonomiques, par exemple d'échantillons, ou de voir comment une communauté évolue suite à une perturbation. On peut également faire des études fonctionnelles. Donc finalement, ces approches sur le génome, sur le transcriptome, sur le métagénome, sur le métatranscriptome peuvent aboutir à apporter une forte compréhension, une compréhension complète finalement des communautés que l'on étudie dans différents types de matrices environnementales.
Donc, je vais maintenant vous donner deux exemples d'applications concrètes d'outils de métagénomique. Donc, le premier concerne le diagnostic microbiologique de la qualité des sols du territoire national au sol agricole, un travail qui a été réalisé notamment sous l'impulsion de l'INRA de Dijon, mais également de GISSOL, de l'Observatoire français des sols vivants et d'agroécologie en collaboration également avec l'ADEME. Donc c'est un travail, comme je dis tout à l'heure, qui a été élaboré dans les années vers 2005, le projet a dû commencer, et donc vous proposez en fait sur l'analyse de 2200 sols, donc ça correspond à un réseau de mesure de la qualité des sols. Alors ces sols, et vous voyez effectivement ici sur la France, ça représente une maille systématique de 16 km² dans différents types de sols, de grandes cultures, de forêts, de prairies, de vignes et vergers, également d'autres types de sols qui sont représentés dans cette maille. À partir de ces données, le premier travail qui a été initié, ça a été, j'allais dire simplement, entre guillemets, d'extraire l'ADN. Donc, à partir d'une mesure de quantité d'ADN extraite des sols, on peut avoir en fait une estimation de la biomasse moléculaire microbienne. Et grâce à cette étude-là, qui a été réalisée donc sur la première couche, la couche superficielle des sédiments entre 0 et 20 cm, ont été établis ici une carte où vous voyez la quantité, les rendements d'extraction d'ADN, ici exprimés en microgrammes d'ADN par gramme de sol, sur l'ensemble de la France. Et très clairement, on voit qu'il y a des zones où on a des quantités d'ADN dans les sols, donc une biomasse microbienne, moléculaire microbienne beaucoup plus importante. Lorsque l'on croise ces informations de quantité d'ADN avec les paramètres physico-chimiques, l'on peut voir en fait qu'il existe des paramètres qui clairement sont positivement corrélés, c'est-à-dire avec l'abondance, avec l'importance de la biomasse moléculaire microbienne. Notamment, c'est positivement corrélé avec le pH. Donc, plus le pH est élevé, en fait, lorsque le pH va être vers des valeurs de 7 et un petit peu pH basique, vous allez avoir une augmentation de la biomasse. Au contraire, sur des sols acides, vous avez finalement une biomasse moléculaire microbienne qui est beaucoup plus faible. De la même manière, les teneurs en carbonate de calcium vont avoir un effet négatif sur cette biomasse microbienne moléculaire, de la même manière que le rapport carbone sur azote, donc plus il est élevé finalement et moins donc les biomasses vont être importantes. Et vous voyez ici que globalement, si l'on considère les différents types de sols, vous avez donc une biomasse moléculaire microbienne beaucoup plus importante dans les forêts et elle va être beaucoup moins importante dans les vignes et vergers. Donc suite à ce premier travail qui est reposé donc sur un énorme travail d'extraction sur toutes ces matrices, donc ça a été réalisé effectivement en différentes saisons sur ces différents sites choisis. Il a été également développé donc cette fois-ci une approche de caractérisation de la richesse, de la diversité de ces différentes matrices de sol, en faisant donc appel à des techniques de séquençage massif et qui ont permis donc de la même manière d'établir une carte cette fois-ci de la diversité en nombre d'OTU, alors de Operational Taxonomic Unit, qui correspond finalement aux différentes familles de séquences qui sont associées à différents types de groupes microbiologiques que l'on peut bien sûr identifier. Donc ici, vous voyez qu'on a une carte au niveau national qui est très contrastée au niveau de cette diversité, avec notamment des régions qui sont présentes à une grande diversité, par exemple ici en Bretagne ou ici du côté de la Méditerranée, alors que d'autres régions, par exemple ici tout l'est de la France, présentent une diversité beaucoup moins importante. De la même manière, le travail d'association avec des paramètres physico-chimiques a été effectué et on se rend compte que donc cette diversité est positivement corrélée avec le pH, la teneur en sable, et au contraire est négativement corrélée avec la teneur en argile et avec donc le rapport carbone sur azote. Alors si on regarde ici rapidement l'impact du mode d'usage, en fait on a une vision qui est très contrastée avec la vision précédente concernant la biomasse microbienne moléculaire. Et c'est finalement dans les vignes et vergers et dans les systèmes de culture dans lesquels on va observer une diversité beaucoup plus importante. Alors bien sûr, il y a une biomasse moins importante, une diversité plus importante sur des systèmes qui sont perturbés, qui sont moins stables que les systèmes prairies et forêts. Et peut-être qu'à travers vos questions, on pourra aller plus loin dans la compréhension des jeux de données obtenus. Donc ça, c'est un exemple finalement très concret d'utilisation de ces outils omiques, de métagénomique. Et finalement, grâce à ce travail qui a été entrepris donc sur plusieurs années, en fait, il y a eu une validation
par ici donc l'Observatoire naturel de la biodiversité, de ces indicateurs biomasse moléculaire microbienne, mais également diversité bactérienne des sols, comme étant des indicateurs nationaux du sol. Et au-delà, donc, ça a permis, grâce à l'élaboration d'un référentiel, d'établir des modèles prédictifs qui permettent, donc tout en ne tenant pas compte ici de mode d'usage des sols, de déterminer si finalement votre sol est finalement dans un bon état, ou au contraire, s'il se trouve dans des conditions qui ne sont pas normales par rapport au référentiel qui a été établi. Et donc, à partir de là, on peut avoir tout un travail de réflexion, effectivement, sur le mode d'utilisation de ces sols. Après cet exemple concernant la métagénomique, je vais maintenant vous donner un exemple d'application de l'outil de la métatranscriptomique. Alors, on change d'univers. Cette fois-ci, c'est un travail qui a été réalisé sur des sédiments côtiers. Sédiments côtiers au niveau d'Abers-Breton, donc en Bretagne. Donc, on est parti, bien sûr, d'un échantillonnage naturel et on sait de sédiments et on voulait savoir finalement est-ce que la métatranscriptomique finalement pouvait nous donner des informations intéressantes, nous permettait de réaliser un diagnostic concernant l'impact des hydrocarbures, concernant l'état du système suite à une contamination pétrolière. Alors, il faut savoir que dans les sédiments marins, il existe des communautés qui sont à même de dégrader les hydrocarbures, différentes familles d'hydrocarbures, que ce soit en conditions oxiques ou anoxiques, donc en conditions aérobie ou anaérobie. On sait par ailleurs que les processus de dégradation aérobie sont plus rapides et qui sont favorisés par l'activité de bioturbation, de remaniement sédimentaire effectué par la macrofaune. Finalement, je pourrais dire exactement la même chose pour les sols. Dans les sols, vous allez avoir les lombrics qui oxygènent et on sait que ça a une fonction importante dans la qualité des sols. Et dans les systèmes sédimentaires marins, de la même manière, la macrofaune et également des vers marins, tels qu'Edisté diversicolore, ici vous avez une image donc, de ce ver marin, vont avoir un rôle similaire donc d'oxygénation du sédiment et donc potentiellement pourrait stimuler également la biodégradation, la biorémédiation de ces systèmes. Donc, dans cette étude expérimentale, on a voulu savoir effectivement ce que pouvait nous apporter la métatranscriptomique, est-ce qu'on pouvait sortir des indicateurs. Et pour cela, donc, on a fait appel à une approche expérimentale. On est parti de sédiments naturels qu'on a défaunés, donc on a tamisé, on a enlevé tous les macro-organismes. Et ensuite, on a fait des traitements, donc 4 traitements différents. On a rajouté ou non du pétrole et on a rajouté ou non de ces vers, donc de Edisté diversicolore. Après 4 mois donc d'incubation, on a extrait donc les ARN. Donc on a fait une extraction d'ARN et on a réalisé donc une étude pareil de séquençage massif. Donc en fait ces séquences, ces amplicons correspondent quelque part à un barcode. Donc on parle de barcoding donc des communautés. Donc qui nous ont permis d'étudier donc à partir des ARN. Tout à l'heure il était question des ADN. Cette fois-ci on parle des ARN. Donc, on est en fait sur des gènes de structure d'ARN qui se sont exprimés. Donc, on caractérise des communautés actives. On a fait du barcoding CSS, mais on a également étudié donc l'expression des gènes. Donc, on s'est intéressé aux ARN messagers. Juste pour vous donner une idée du travail qui est effectué en amont, parce que tout à l'heure pour les sols, on ne vous l'a pas présenté, mais en fait, il y a un travail conséquent, donc bien sûr de l'extraction, de l'obtention des données. Donc, vous voyez ici, dans le cadre de notre étude, on a obtenu 430 millions donc, de séquences qui ont dû être d'abord, donc, il y a un travail de sélection, de filtration pour enlever les mauvaises séquences, les séquences qui n'ont pas de sens, qui sont générées au cours donc, des processus de séquençage. Et ensuite, puisqu'on s'intéresse aux ARN messagers, il y a toute une étape importante, il faut supprimer les ARN CSS, donc de structure, qui sont majoritaires dans une cellule. Donc, il faut pouvoir, évidemment, se débarrasser de ces ARN CSS et ne conserver finalement que les ARN messagers. Une fois qu'on a les ARN messagers, en fait, il faut bien sûr estimer l'abondance des différents gènes. Il faut arriver à annoter également ces séquences, savoir à quel gène ils correspondent. Et vous voyez que de 430 millions de séquences, on a abouti finalement à 72 000 et quelques donc, séquences correspondant à des gènes. Et puis après, on a étudié leur expression différentielle en tenant en compte donc les 4 matrices que l'on a étudiées. Alors, si on regarde déjà, finalement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rajoute des vers ou qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rajoute du pétrole ou les deux, au niveau donc de la structure des communautés,
donc par l'approche de l'inventaire taxonomique, donc du barcode sur la RN16S. Vous voyez ici, là vous avez une analyse en composantes principales qui permet d'expliquer donc le premier axe 90% ici de la variabilité. Il y a quelque chose de très net, c'est qu'on a une séparation en fonction de la présence ou pas de ces vers dans la matrice sédimentaire. Donc on a des communautés très très différentes. Et finalement, d'une manière un peu surprenante, le principal facteur structurant, ce n'est pas le pétrole, l'ajout donc de pétrole, mais c'est la présence donc de ces vers. Donc les vers sont l'élément principal de la structuration. Alors bien sûr, ici, sur le deuxième axe, vous voyez, il explique que 5% de la variabilité. On voit qu'il y a une faible différence ici. On a une différence entre la présence de pétrole et l'absence de pétrole lorsqu'il n'y a pas de néridé. Mais globalement, en fait, on a une très forte similarité des communautés, que ce soit avec ou sans pétrole. En revanche, c'est très différent lorsqu'on rajoute donc les néris. Bon, donc finalement, cette approche-là nous renseigne sur les communautés qui sont présentes, mais nous dit rien finalement sur l'état d'avancement d'un processus éventuellement de biodégradation du système. Du reste, lorsqu'on fait les analyses chimiques 4 mois après l'incubation, on ne pouvait pas mettre en évidence un état de biodégradation de la matrice alimentaire. Si on regarde maintenant au niveau donc des transcrits, donc des gènes qui ont été transcrits, que nous avons pu identifier, en fait, on a un schéma très différent ici. Ce qui impacte l'expression des gènes, ce n'est pas la quantité, la présence ou l'absence de verre, mais c'est bien l'ajout de pétrole. Et vous voyez ici, donc, vous avez une matrice d'expression différentielle. En jaune, lorsqu'on tend vers le jaune, en fait, vous avez une surexpression de certains types de gènes. Lorsque vous êtes ici en violet, vous avez au contraire une sous-expression de ces gènes. Et si vous comparez ici, ces clusters correspondent au traitement sans pétrole. À droite, au contraire, c'est tous les clusters, donc les regroupements correspondant aux échantillons où on a rajouté du pétrole. Donc finalement, le pétrole a un effet vraiment marqué, effectivement, sur l'expression des gènes, donc des communautés microbiennes associées donc aux sédiments. Et vous voyez ici, il y a toute une série de gènes qui sont surexprimés naturellement, donc lorsque les matrices ne sont pas contaminées, et on voit que ils sont complètement sous-exprimés ici en présence de pétrole. Au contraire, on va avoir toute une catégorie de gènes qui sont surexprimés spécifiquement en présence de pétrole. Alors à ce stade-là, on se demande quels sont les gènes qui sont surexprimés notamment. Et lorsqu'on regarde les gènes qui sont majoritairement surexprimés, vous pouvez voir que notamment les gènes que l'on peut identifier sont impliqués dans la réparation, dans des mécanismes de réparation de l'ADN, mais également dans des voies cataboliques de dégradation des hydrocarbures. Donc finalement, vous voyez ici, à travers cet exemple, que la métatranscriptomique peut être vraiment une approche sensible qui permet donc de mettre en évidence la mise en place de mécanismes de réponse à la contamination. En faisant juste un dosage chimique, on observait d'ailleurs au bout de 4 mois qu'il n'y avait pas de biodégradation. D'ailleurs, la quantité de pétrole initialement introduite était présente, toujours présente. On ne peut pas non plus mettre en évidence de toxicité, alors que là, finalement, avec où l'effet marqué sur les communautés, en fait, il est vraiment perceptible grâce à cette approche de métatranscriptomique. Mais également, on voit qu'au bout de 4 mois, on a une réponse quand même des communautés microbiennes qui sont en train de produire des ARN messagers correspondant à des voies cataboliques. Et donc, ça veut dire que progressivement, l'activité de biodégradation va se développer dans ces systèmes. Et finalement, au total, ici, vous avez ce qu'on appelle un diagramme de veine qui permet de comparer et de voir quels sont les gènes qui sont spécifiquement exprimés dans certaines conditions. Et on voit que l'on a en fait 4116 gènes qui sont sur ou sous-exprimés en présence de pétrole. Et encore une fois, dans cette zone-là, donc tout ce qui contient des hydrocarbures, que ce soit avec ou sans néréis ou les vers marins, en fait, on retrouve donc ces gènes dont je vous ai parlé. Donc, des gènes qui interviennent dans la première étape de dégradation des hydrocarbures, mais également des exonucléases de réparation de l'ADN. Donc finalement, ça conduit à ici penser sur le type de bioindicateur d'état du système sédimentaire pollué, mais également nous donne des informations sur sa capacité donc de résistance et de résilience. Donc bien sûr, pour aller plus loin dans le travail, il va falloir maintenant établir bien sûr des référentiels, comme ça a été réalisé avec donc les sols. Je vous remercie donc pour votre attention et je vais passer maintenant la parole à Pierre-Alain Marron qui va vous parler donc d'une autre approche chimique, donc ici la métaprotéomique. Voilà, donc je reprends la parole pour enchaîner sur
la dernière approche qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc la métaprotéomique. Philippe vient de passer sur la métagénomique et métatranscriptomique, et donc on a choisi de ne pas partir sur la métabolomique aujourd'hui, parce que c'était une des approches qui est en phase de développement actuellement, mais qui est encore dans un domaine plutôt de prospective et dans un domaine plutôt scientifique en termes d'opérationnalité. Donc on vous en parlera pas aujourd'hui, mais c'est une approche qui est vraiment avec une forte potentialité quand même. Donc la métaprotéomique, pourquoi s'intéresser aux protéines? Eh bien parce que les protéines, on est dans une phase avancée de l'expression de l'ADN, donc du génome, avec l'étape de transcription et de traduction qui a eu lieu pour produire des protéines qui vont être responsables, les entités biologiques responsables des biotransformations, notamment avec les enzymes qui vont catalyser donc les transformations et donc conditionner l'activité des communautés microbiennes. Alors cette analyse des protéines, elle a commencé dans les années 70, où on a travaillé sur l'étude du protéome, donc l'ensemble des produits des gènes fonctionnels d'un organisme vivant. Donc on n'était pas à l'échelle d'une communauté, mais à l'échelle d'organismes cultivés au laboratoire. Et puis, dans les années 2000, début des années 2000, donc la communauté scientifique s'est penchée sur le développement de l'analyse du métaprotéome, c'est-à-dire l'ensemble des protéines synthétisées à l'échelle de la communauté dans un environnement et à un temps donné. Donc l'idée là, c'est de transcender l'analyse protéomique en intégrant l'ensemble de l'information de l'expression du génome à l'échelle de la communauté. Alors, le principe de l'analyse du métaprotéome microbien de ces communautés dans les matrices environnementales, je vais vous l'exposer assez simplement sur ce schéma. Donc, on part de l'environnement avec un échantillonnage de l'environnement. À partir de l'échantillon prélevé, on va commencer par une extraction du pool protéique microbien, on va ensuite séparer les protéines de ce mélange, de ce pool protéique. Donc, il y a différents outils qui existent, je vous en parlerai un peu après. Mais l'idée, c'est bien d'obtenir donc des profils protéiques, donc sous différentes formes, mais des profils qui vont être représentatifs de l'empreinte de la structure fonctionnelle des communautés. Chaque communauté va être représentée par un profil, un code barre. Ensuite, ces profils peuvent être analysés et ça permet donc de caractériser la structure fonctionnelle et la réponse de cette structure par rapport à des changements des conditions environnementales. L'étape ultime, on va dire, est l'étape d'identification des protéines par spectrométrie de masse, c'est-à-dire de protéines d'intérêt, donc généralement exprimées différentiellement en fonction de la perturbation. Cette identification de protéines va permettre d'identifier des bioindicateurs fonctionnels et d'analyser la réponse physiologique de la communauté, donc aux modifications des conditions environnementales. Puis avec des approches de génétique inverse, on va pouvoir donc identifier les gènes responsables donc de la synthèse de ces protéines et utiliser ces gènes comme de nouveaux marqueurs fonctionnels. Alors l'extraction du protéome, du métaprotéome, l'objectif donc comme l'objectif pour l'extraction de l'ADN ou de l'ARN, c'est d'avoir une très bonne représentativité de l'échantillon et d'obtenir une fraction de quantité et de qualité qui vont être suffisantes pour les analyses qu'on va pouvoir faire derrière pour étudier ces protéines. Alors, il y a deux grands types d'approches qui existent dans la littérature. On va avoir des approches basées sur une lise directe des cellules in situ, c'est-à-dire directement dans la matrice, ou alors une lise après extraction et purification des cellules de la matrice environnementale. Dans le premier cas, on va obtenir un matériel, donc un pool qui va être très fortement contaminé par les composés organiques et une coextraction des protéines de la micro et de la macroflore, donc qui va complexifier les analyses qu'on va devoir faire derrière. Et dans le deuxième cas, on va avoir une extraction assez spécifique de la composante bactérienne, donc on va pouvoir focaliser sur un groupe microbien particulier et on va pouvoir avoir une fraction cellulaire extraite qui sera faiblement contaminée par les composés organiques, donc avec une facilitation derrière des outils de caractérisation des protéines.
Alors, globalement, sur cette extraction du métaprotéome, il y a beaucoup de méthodes différentes qui sont décrites dans la littérature, et on va avoir souvent une procédure qui va être développée pour une étude. Donc, on est vraiment étude spécifique, pas de standardisation de cette méthode d'extraction de protéines à l'heure actuelle. La difficulté de l'étape d'extraction de ces protéines va vraiment dépendre aussi de la matrice environnementale, avec des difficultés accrues pour la matrice sol, en raison donc de son hétérogénéité et de sa très grande complexité. Une fois que les protéines sont extraites, on va séparer et détecter donc les protéines. Et je vais vous donner ici l'exemple d'une structure du métaprotéome d'une communauté bactérienne du sol. Donc, on peut séparer ces protéines de façon électrophorétique. Donc là, vous avez une électrophorèse en une dimension, c'est-à-dire que les protéines sont séparées sur la base de leur poids moléculaire. Donc là, vous avez 3 bandes qui correspondent à 3 échantillons différents. Et sur chaque bande, on a un profil complexe. Sur chaque piste, on a un profil complexe de bandes avec des stries. Donc chaque strie correspond à des protéines, une ou plusieurs, puisqu'il peut y avoir plusieurs protéines sous une bande. Et on voit qu'on a un profil complexe qui traduit une très grande diversité de protéines exprimées au niveau de cette communauté bactérienne du sol. Si on veut avoir une meilleure résolution au niveau de la séparation, on peut passer par une séparation en électrophorèse en 2 dimensions. C'est-à-dire qu'on va garder le principe d'une séparation sur la base du poids moléculaire, mais on va coupler cette séparation avec une séparation sur la base du point isoélectrique des protéines. Et en fait, ça permet donc une meilleure résolution, c'est-à-dire que vous voyez, il y a une bande ici. Cette bande-là, si on la suit, et c'est le même échantillon, si on la suit sur ce gel, eh bien, on n'a pas qu'un seul point. Chaque point, là, c'est des spots qui représentent une protéine. On a un ensemble de spots au même poids moléculaire. Ça veut dire que sous cette bande-là, on n'avait pas une seule protéine, mais on avait différentes protéines avec des points isoélectriques différents. Donc l'électrophorèse 2D permet une résolution nettement améliorée par rapport à l'électrophorèse 1D, et ça permet d'avoir une vision un peu plus exhaustive de la diversité des protéines qui sont au niveau du mélange. Alors au niveau de cette séparation des protéines et détection, eh bien c'est une étape qui est vraiment cruciale. Et historiquement, c'est bien l'électrophorèse en 2 dimensions qui est utilisée, mais cette approche présente des inconvénients puisqu'elle ne permet, c'est difficile de l'utiliser pour étudier des protéines peu abondantes, des protéines très insolubles, très basiques, ou alors des très petites ou des très grosses protéines. Et en fait, on estime aujourd'hui que par cette approche d'électrophorèse en 2D, on accède seulement de 2 à 5% des protéines du mélange qu'on peut avoir au niveau du métaprotéome. Alors pour pallier à ces limitations, il y a bien sûr des développements qui sont réalisés et on a des méthodes de séparation alternatives qui existent aujourd'hui avec des technologies dites hors gel, donc par opposition avec les méthodes électrophorétiques où on va cette fois séparer les protéines par chromatographie liquide notamment. Donc on va déposer le mélange de protéines au sommet d'une colonne de chromatographie dont la composition de la matrice peut varier. Et puis on va éluer ces protéines avec des solvants et récupérer comme ça les protéines dans le temps, différentes fractions de protéines. Et chacune de ces fractions est collectée et va pouvoir être analysée séparément. Et par ces méthodes, on peut donc accéder à la diversité de l'ensemble des protéines qui vont être synthétisées à l'échelle donc de la communauté. Alors on passe à l'étape d'identification des protéines. Le principe, c'est d'identifier des protéines qui vont être d'intérêt, c'est-à-dire exprimées différentiellement en fonction des conditions environnementales. Donc a priori des protéines marqueurs de la réponse des communautés au stress ou à la perturbation subie. Ces protéines, une fois qu'on les a déterminées, on va pouvoir les sélectionner et les identifier par des méthodes de spectrométrie de masse. Donc il y a différents outils qui existent aujourd'hui en termes de spectrométrie de masse. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais le principe, c'est d'arriver à la détermination soit
de masse des peptides, donc de masse globale de peptides, soit, au besoin, d'aller sur des techniques plus évoluées qui permettent de déterminer la séquence en acides aminés des peptides. Donc un réel séquençage de ces peptides. Que ce soit les masses de peptides ou les séquences de ces peptides, eh bien, cette information est ensuite comparée avec des bases de données. Et selon l'homologie qu'on retrouve au niveau de ces bases de données, on peut identifier les protéines qui étaient d'intérêt. Donc aujourd'hui, les méthodes ont beaucoup évolué et on est sur des méthodes qui permettent aujourd'hui d'identifier plusieurs milliers de protéines à partir d'un mélange complexe, c'est-à-dire d'un mélange d'un métaprotéome. Alors en conclusion quand même, sur cette approche de métaprotéomique, c'est une approche qui est en phase de développement rapide. Ça, c'est une approche donc assez récente, qui a un potentiel important, mais qui est encore dans une phase de développement plutôt recherche. Il y a des applications nombreuses sur une grande variété de matrices environnementales, que ce soit l'eau, le sol, les sédiments, les aquifères profonds, des effluents miniers, des bouts de stations d'épuration. Donc il y a potentialité à utiliser l'approche dans pratiquement toutes les matrices. Mais il y a encore des développements méthodologiques qui sont nécessaires, notamment pour extraire et purifier les protéines. On a vu qu'il n'y a pas de méthode pour l'instant qui soit standardisée ou alors au moins utilisée par un nombre important de laboratoires. On est encore sur des méthodes développées et propres pratiquement à chaque laboratoire. Il y a des développements encore pour améliorer la séparation des protéines et l'identification de ces protéines. Globalement, quand même, on note au niveau de la littérature que c'est une approche qui se développe très rapidement et on devrait, à court terme, moyen terme, on va dire à échéance de 5 ans, arriver vers des applications en routine qui permettraient le diagnostic de la qualité de l'environnement. Donc, je vais quand même vous illustrer la potentialité de cette approche avec un exemple d'application qui va porter sur l'étude de la réactivité du métaprotéome des communautés bactériennes de l'eau. Donc là, je présente l'eau, mais on pourrait avoir le même type d'illustration sur la matrice sol. Donc la question posée là, c'est de savoir si le métaprotéome de la communauté bactérienne de l'eau évolue au cours de l'année. Est-ce qu'on a une variabilité saisonnière de cette signature du métaprotéome? Et également une deuxième question qui va être d'étudier la réponse de la structure fonctionnelle des communautés bactériennes de l'eau à des pollutions métalliques. Alors, on s'est basé pour ce travail sur l'étude de prélèvements effectuée dans le lac Kyr, donc à côté de Dijon. À partir d'eau prélevée dans ce lac, eh bien, on a séparé les bactéries. On a extrait les protéines et on a séparé ces protéines et réalisé des empreintes de la structure fonctionnelle de la communauté. Il y a eu deux types donc d'expérimentation. Une expérimentation en dynamique où on a comparé des prélèvements effectués en hiver et au printemps, donc en janvier et en mars, 2 prélèvements. Et puis une expérimentation au laboratoire où on a contaminé l'eau avec des polluants métalliques. Donc, on aura une situation contrôle qu'on va comparer avec une situation contaminée avec du cadmium et une situation contaminée avec du mercure. Voilà l'image donc du métaprotéome de la structure fonctionnelle des communautés bactériennes de l'eau obtenue donc au mois de janvier et au mois de mars. Donc, on retrouve les profils que je vous ai présentés précédemment en une dimension. On va avoir 3 échantillons indépendants avec des profils de bandes qui sont complexes et qui sont bien structurés avec la présence de bandes majoritaires au niveau du profil en janvier, de même en mars. On a observé entre les 2 dates donc des modifications importantes de ces profils, de ces codes barres, avec des bandes majoritaires qui disparaissent entre janvier et mars, et inversement, des bandes majoritaires qui apparaissent au mois de mars et qui n'étaient pas présentes au mois de janvier. Donc ceci traduit que la structure de la communauté bactérienne de l'eau est bien complexe et qu'elle montre des variabilités saisonnières importantes et reproductibles, puisque ici ce sont 3 échantillons, 3 réplicas indépendants. Donc on voit bien qu'on a une signature
de ces taux du lac Kyr qui est reproductible entre réplicas vrais. La dynamique saisonnière qu'on observe montre que l'établissement des profils de structures fonctionnelles peut vraiment être considéré comme un outil de suivi des modifications fonctionnelles de ces communautés dans l'environnement. Par rapport à la deuxième question, qui était de savoir quelle est la réponse de la structure fonctionnelle des communautés à des pollutions métalliques. Donc voilà les résultats qui ont été obtenus. Nous avons ici la situation contrôle, donc sans apport de polluants. Les trois échantillons qui ont subi la contamination au cadmium et les trois échantillons qui ont subi la contamination au mercure. Donc on retrouve, quelle que soit la condition, bien des profils de bandes complexes qui marquent la complexité du métaprotéome de la communauté de l'eau. Mais on voit clairement qu'entre le contrôle et les situations polluées, eh bien, on a des profils qui sont fortement différents, donc entre le contrôle et le cadmium, et de même entre le cadmium et le mercure. On le valide ici avec ce plan ACP qui montre un transect depuis la situation contrôle. On a une discrimination de la situation contaminée au cadmium et une pollution au mercure qui a un impact encore plus fort sur ces structures fonctionnelles de la communauté bactérienne. Au niveau de la situation contaminée au mercure, eh bien, on retrouve une bande aux alentours de 60 kilodalton. Cette bande pourrait correspondre à de la mercurique réductase, à la mercure réductale, excusez-moi, et des analyses de séquençage par la suite ont prouvé que c'était réellement cette enzyme qui était surexprimée au niveau de la situation contaminée au mercure. Donc ces résultats montrent qu'on a des variations qui sont sensibles, reproductibles et spécifiques du métaprotéome bactérien en réponse à chacune des deux contaminations impliquées. Donc en perspective, ceci montre bien qu'il est possible d'identifier des protéines exprimées spécifiquement en réponse aux métaux lourds. Donc on a identifié la mercurique réductase ici, mais on pourra par une analyse plus exhaustive des protéines différentiellement exprimées, identifier de nouveaux gènes qui sont responsables de la réponse des communautés aux apports de polluants métalliques. Ça va permettre, bien sûr, d'identifier de nouveaux gènes fonctionnels impliqués dans cette réponse. Et à partir de ces gènes, on va pouvoir utiliser ces gènes comme marqueurs pour développer de nouveaux indicateurs fonctionnels de la qualité de l'environnement. Voilà, donc je vais maintenant terminer l'exposé avec une conclusion rapide. Donc en me replaçant à la place d'un utilisateur de terrain dont l'objectif est d'évaluer la qualité de l'environnement. Donc on voit à travers cet exposé qu'on a un ensemble d'outils moléculaires qui sont potentiellement applicables aujourd'hui, avec des approches centrées sur la métagénomique et la métatranscriptomique qui sont les approches les plus opérationnelles à l'heure actuelle. Ces techniques donc permettent d'accéder, d'apporter une information qui va répondre à différentes questions. Qui est là, en quelle quantité, quelle fonction, quelle diversité. Donc on peut comme ça répondre à différentes questions qui peuvent être d'intérêt dans un contexte de bioindication. Ces outils moléculaires, on peut les classer, les interpréter en termes d'opérationnalité en fonction d'une échelle TRL, donc qui permet donc Technological Readiness Level, d'établir donc en gros le niveau d'opérationnalité de l'outil selon des critères de spécificité, sensibilité, robustesse, stabilité, répétabilité, mais aussi par rapport à des problématiques de compréhension, de simplicité d'interprétation de l'indicateur par l'utilisateur, également des prérequis de standardisation, d'optimisation, de routinisation. Pour passer après au développement d'indicateurs, il faut aussi qu'on ait des coûts de l'indicateur qui ne soient pas trop élevés, adaptés bien au marché. Et puis il faut, et ça c'est un élément très important, qui est encore un élément très limitant aujourd'hui pour ces indicateurs microbiens, c'est-à-dire il faut l'existence de référentiels d'interprétation qui puissent permettre de repositionner l'indicateur sur une gamme de variabilité normale de l'indicateur pour établir
un diagnostic fiable. Alors par rapport à cette opérationnalité, l'analyse faite dans le cadre de l'ouvrage montre qu'on va avoir une opérationnalité qui va dépendre de la matrice environnementale. Donc là, on retrouve les différentes matrices qui ont été abordées dans le cadre de l'ouvrage et les outils qui correspondent aux indicateurs microbiens qu'on peut essayer de classer selon leur opérationnalité. Donc sur l'échelle TRL que je vous ai présentée, avec des TRL-C qui sont les plus opérationnels et des TRL-A qui sont les moins opérationnels. Donc dans ce tableau, en fait, qui récapitule un petit peu le niveau d'opérationnalité des indicateurs selon les matrices, eh bien on va voir que en fonction des différents outils, on n'a pas les mêmes niveaux d'opérationnalité. Alors ça peut être des limitations, des problèmes, des limitations au niveau technique, ou alors des limitations liées au manque de référentiel. Voilà. Et c'est notamment le cas pour la biomasse moléculaire, où on voit qu'on est très bien classé au niveau du sol, avec l'illustration que vous a présentée Philippe juste avant, sur l'exemple du RMQS. Donc au niveau du sol, on a un niveau d'opérationnalité très fort, alors qu'il est plus faible dans les sédiments, dans l'eau ou les déchets, les bioprocédés. Ce TRLB n'est pas lié à des problèmes techniques, mais va être lié à l'absence de référentiel au niveau de ces matrices. Donc il y a des développements qui sont en cours, que ce soit au niveau technique, au niveau de ces développements de référentiel dans les différentes matrices, pour améliorer donc l'opérationnalité des indicateurs et le diagnostic de la qualité de l'environnement que permettent ces indicateurs. Une dernière diapositive pour vous dire que bien, cet ensemble d'outils doit permettre d'avoir des bioindicateurs qui sont pertinents, mais que cette pertinence va vraiment dépendre de la matrice et de la question posée, et qu'il y a encore besoin aujourd'hui d'une expertise qui est indispensable pour garantir la qualité du diagnostic, expertise qui va permettre de sélectionner l'outil le plus adapté à la question posée et adapté également à la matrice dans laquelle se pose le problème. Voilà, donc pour aller plus loin, eh bien, à partir de l'ouvrage, il y a eu 2 publications qui ont été faites. Donc une publication dans la revue EGS et une publication dans la revue Environmental Chemistry Letters. Donc c'est des résumés finalement de l'ouvrage. Et nous vous remercions pour votre attention et nous sommes prêts maintenant à répondre à vos questions. Merci beaucoup Pierre-Alain pour cet exposé qui était très riche et extrêmement clair. Alors on va passer effectivement à des questions. On a un peu moins de temps que prévu pour les questions puisque l'exposé était relativement long, mais ce n'est pas un problème pour moi. Par contre, j'ai commencé à avoir un certain nombre de questions. Et donc, sans tarder, je vais vous les poser. Alors peut-être, vous avez commencé à parler à exposer les travaux qui avaient été menés à partir du RMQS, donc le réseau français de mesure de la qualité des sols. Et j'ai quelques questions autour de ce qui a été fait et ce que représente ce réseau. Donc Jeanne Maréchal me demande si dans ce réseau, on inclut des zones urbaines. Alors, le réseau n'est pas centré, n'est pas conçu pour être focalisé sur les zones urbaines. Il y a quelques points qui vont tomber, c'est une grille systématique qui a été déterminée pour avoir une bonne représentativité des principaux modes d'usage du sol en France. Donc on va avoir une bonne représentativité des prairies, des forêts et des systèmes de culture. Il y a des points de cette grille systématique qui vont tomber dans des villes, donc notamment un point dans le jardin du Luxembourg, mais le réseau n'est pas fait, à mon sens, pour être représentatif de ces systèmes urbains. D'accord. Et donc à ce moment-là, vous évoquiez les biomasses et la question qui est arrivée, est-ce que quand même cet indicateur peut être utilisé en milieu urbain, fortement anthropisé, hétérogène? C'est une question de Monsieur Riyad Boujouza. Oui.
Alors, en milieu urbain, c'est des travaux au niveau du sol. Il y a eu beaucoup de développements qui ont été faits au niveau des sols agricoles. Donc, on l'a vu, notamment avec l'illustration présentée par Philippe. Les sols urbains sont beaucoup plus en arrière par rapport à des caractérisations moléculaires de ces communautés microbiennes. On a en fait fait une analyse au niveau du laboratoire, une analyse bibliométrique pour voir justement faire un état des lieux des connaissances sur cette composante microbienne dans les sols urbains. Et on a vu qu'il y a très peu de travaux à l'heure actuelle qui ont porté sur ces communautés et qui ont utilisé les approches dont on vous a parlé aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les outils qu'on vous a présentés aujourd'hui dans les sols urbains. Ça veut juste dire que dans ces sols, pour l'instant, les équipes qui ont travaillé historiquement sur ces sols ne se sont pas penchées sur ces outils, ne les ont pas utilisés. Et on est en train de développer, alors pas seulement au niveau de l'UMR de Dijon, mais il y a des travaux qui se développent au niveau national sur ces sols urbains et qui vont porter justement sur la détermination de l'abondance et de la diversité de ces communautés dans ces milieux particuliers fortement tropisés et qui vont mettre en œuvre donc l'extraction d'ADN, le séquençage pour essayer de vraiment comprendre l'écologie de ces communautés que l'on connaît encore très mal aujourd'hui. D'accord, toujours sur les conditions ou les connaissances, l'état des connaissances qui existent. Une question de Monsieur Chibani. Est-ce qu'il y a des travaux sur l'utilisation de ces techniques dans la caractérisation des communautés pour des milieux arides, Qu'est-ce qu'il en est des sols, des régions en fait, il a utilisé le terme de terre de parcours dans les régions arides. Alors, des régions arides, dans les déserts, on va parler de déserts, il y a des caractérisations, on peut travailler sur n'importe quel type d'échantillon, finalement. On est sur des niveaux de détection qui sont assez faibles, donc si il y a une densité d'organismes quand même suffisante, on arrivera à quantifier, caractériser ces échantillons, même si on est dans des milieux désertiques. Pour exemple, nous on avait travaillé en Tunisie, donc c'était pas désertique, mais on était quand même sur des milieux qui étaient assez arides, et on a réussi à caractériser les communautés avec les outils moléculaires. Il n'y a pas eu de problème particulier sur l'obtention des résultats. Okay. Peut-être juste que dans ce contexte-là, en fait, c'est la quantité effectivement de matrices à extraire qui devra être adaptée. C'est vrai que souvent, lorsqu'on est sur des milieux qui sont riches en micro-organismes avec des abondances importantes, on peut utiliser de très faibles quantités de sol ou de sédiments ou finalement également d'eau filtrée et on utilise des kits. Après, lorsque on a des milieux très pauvres, il faut sans doute passer, il ne faut pas prendre des kits moléculaires et généralement on va utiliser donc des méthodes d'extraction au chloroforme phénol, alcool isoamylique, qui permet en fait d'adapter les quantités et donc d'obtenir quand même du matériel malgré la pauvreté en micro-organismes de ces matrices. Il y a quand même aussi quelque chose, quand on voit qu'on arrive à travailler sur la matrice atmosphère, on est sur, ok, il y a des organismes, des micro-organismes dans l'atmosphère, mais on est aussi sur des niveaux de densité qui vont être assez faibles. Donc, les approches moléculaires permettent quand même de descendre à des niveaux assez fins par rapport à une détection d'organismes qui sont à des densités qui ne sont pas monstrueuses au niveau des matrices. D'accord. Alors, encore une dernière question un peu autour de ce qui a été fait autour du RMQS, qui permet un peu de préciser les conditions d'utilisation de ces techniques. Comment avez-vous fait pour remédier au problème de l'hétérogénéité des sols agricoles à l'échelle de la France, et notamment, est-ce qu'il y a des périodes d'échantillonnage spécifiques? C'est une question de Monsieur Hijri. Alors, au niveau des sols du RMQS, donc l'échantillonnage au départ n'était pas déterminé à faire des caractérisations moléculaires. Donc le RMQS, c'est le réseau de mesure de la qualité des sols, et c'était une mesure de cette qualité sur des propriétés physico-chimiques. Donc à la base, l'échantillonnage n'était pas conçu pour faire de la biologie. Et donc l'échantillonnage a été géré sur une période
Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais on doit être une petite dizaine d'années, Oui, tout à fait. il me semble, voilà, et n'a pas été fait selon une période prédéterminée de l'année. Je pense qu'il y a eu des échantillonnages qui se sont étalés un peu sur toute la période de l'année, sur les 2200 points. Il doit y avoir des échantillons prélevés un peu à toutes les saisons. Ce qu'il y a, c'est que ces échantillons derrière ont été ramenés au laboratoire et séchés à l'air libre, donc mis dans un état climatique, on va dire, qui va être comparable entre tous les sols. Et au final, la caractérisation des communautés s'est faite après cette étape de séchage et de conservation des échantillons, donc dans le conservatoire des sols à Orléans. Et on peut dire, je pense, à partir des données qu'on a obtenues, on a testé, bien sûr, si la date de prélèvement, si l'effet du climat, puisqu'il y a quand même des mesures, on peut recouper ça avec des mesures un peu de climat, si ceci avait une influence sur les résultats qu'on obtenait, et le paramètre, le facteur climatique n'était pas ressorti au niveau des paramètres qui permettaient d'expliquer la variabilité de la biomasse ou de la diversité qu'on obtenait à l'échelle nationale. Mmh. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, quand on fait, ça c'est pour le RMQS, quand on fait maintenant des analyses sur des échantillonnages plus restreints, dans une optique d'utiliser les données pour faire de la bioindication, on se place dans une zone climatique qui va aller, on va dire, du mois de février jusqu'au mois de mai. Donc, on évite les moments de l'année où on peut avoir des événements climatiques extrêmes. D'accord. Alors, on continue. Une dernière question sur les méthodes. Ça, c'est plus pour positionner les méthodes par rapport à des méthodes classiques. Jeanne Maréchal, quels sont les avantages de la microbiologie moléculaire pour évaluer la biomasse microbienne comparativement à la méthode de fumigation-extraction? Cette dernière méthode étant utilisée en routine, les référentiels sont-ils plus fournis? Alors, par rapport à cette méthode, globalement, avec la fumigation-extraction, on dose une quantité de carbone vivant. Avec la méthode moléculaire, on va doser une quantité d'ADN. Donc, on n'est pas sur la même molécule, mais on veut quantifier, on peut estimer le même paramètre. Alors, l'avantage qu'on peut avoir au niveau des méthodes moléculaires, c'est que c'est des méthodes qui sont miniaturisées, applicables en routine, donc, et qu'on peut appliquer vraiment sur un nombre d'échantillons très important en peu de temps. Donc, il y a déjà ce volume. On est sur des méthodes qui sont peu polluantes par rapport à la méthode de fumigation-extraction, où on va utiliser du chloroforme, du phénol. Et donc, de ce point de vue-là, on va dire qu'on a quand même un avantage à cet outil de biomasse moléculaire qui est beaucoup moins polluant. Derrière, sur les niveaux de sensibilité, en général, on a une bonne corrélation entre les deux indicateurs. Donc, on accède à la même information. Alors, toujours sur le RMQS. Au niveau des référentiels, alors, référentiels, c'est pas les référentiels existants au niveau des laboratoires qui proposent ce type d'indicateurs. Je ne saurais pas vous dire si le référentiel sur la biomasse fumigation-extraction est plus fourni. En tout cas, on a l'avantage avec le RMQS d'avoir un référentiel qui englobe la totalité de la variabilité physico-chimique et des modes d'usage à l'échelle du territoire national. Alors justement sur le RMQS, David Porco demande, vous avez montré qu'il y avait des différences de diversité, avec des diversités plus importantes en culture et vignes. Et la question c'est, est-ce qu'on a eu une analyse plus poussée de ces diversités? Vous parliez de systèmes en déséquilibre, je suppose qu'opportunistes et pathogènes sont plus représentés. C'est une question là. Alors, oui. Il y a des analyses qui sont faites à l'heure actuelle. Donc derrière
les indicateurs globaux donc qui ont été retenus au niveau de l'ONB, l'Observatoire national de la biodiversité. L'idée, c'était d'avoir des indicateurs quantitatifs globaux. Donc, c'est pour ça qu'on présente là les indicateurs de richesse bactérienne, parce que c'est un indicateur global qui donne une information sur le nombre d'espèces présentes. Derrière, on a procédé à des analyses de diversité plus poussées. Alors, soit l'analyse des inventaires taxonomiques, soit aussi, et ça plus récemment, l'analyse des interactions entre les espèces qui sont présentes donc en fonction des différents modes d'usage. Et ce qui ressort, c'est que oui, on va avoir donc des espèces qui vont être spécifiques de la vigne par rapport à des espèces qui sont spécifiques des systèmes de culture. Et on va avoir aussi des systèmes d'interaction qui vont être très variables en fonction du mode d'usage, c'est-à-dire qu'on peut avoir des niveaux de diversité à peu près équivalents, mais en fonction du mode d'usage, on va avoir une densité, une complexité du réseau d'interaction microbien qui va pouvoir être très différent, avec l'identification d'espèces clés de voûte au niveau de ces réseaux qui vont être spécifiques du mode d'usage. Okay, j'en arrive à des questions peut-être un peu plus générales sur certains enseignements ou sur ce qui est sous-jacent à ces techniques. Alors, Pierre-Alain nous a présenté un moment l'effet de l'érosion bactérienne sur les fonctions du sol. Et j'ai cette question d'Alain Broman. Est-ce qu'il y a un consensus sur l'effet de l'érosion bactérienne sur les fonctions du sol? Et donc, il renvoie à des travaux de Griffith que tu dois connaître, que je ne connais pas particulièrement. Alors, il y a un consensus. Il y a une étude récente, alors je pourrais envoyer à Alain le papier, là, qui fait un bilan des travaux qui ont mis en œuvre ces outils d'érosion de diversité et qui montre que globalement, quand même, on voit que l'érosion amène à une baisse du fonctionnement. Alors, par rapport aux travaux de Griffith, où Griffith ne montrait pas nécessairement d'impact, notamment sur des compositions de matière organique, d'impact de baisse de diversité. Donc, je pense que Griffith, il était aussi pas sur le même type d'érosion. Il était sur de la fumigation pour décroître, faire baisser la diversité. Ça, c'est des approches qui sont différentes de la dilution de diversité qu'on applique là dans les exemples que je vous ai présentés. Donc, Griffith ne montrait pas de différence. Il y avait aussi Wertz qui ne montrait pas de différence sur la décomposition de matière organique. Alors, la différence qu'on a, nous, c'est que je pense que quand le milieu est riche en matière organique, notamment quand on apporte de la matière organique dans le système, et là, il y a plusieurs études justement basées sur dilution de diversité qui le montrent, on va avoir un effet de cette érosion de diversité qui va être d'autant plus accru. Les travaux qui ne montrent pas d'impact fonctionnel de la dilution de diversité, souvent, ce sont des travaux qui sont dans des milieux où on n'a pas apporté de substrat. Quand on est sur les études où on apporte des substrats organiques, on augmente la disponibilité en substrat, on voit un effet généralement très net de la baisse de diversité avec une baisse des intensités de minéralisation. D'accord. Alors j'en arrive à une question qui est de Philippe Babet. Elle est très longue, donc je vais essayer de la lire lentement pour que vous puissiez l'appréhender. Donc Philippe écrit: il y a plus de 50 ans, un certain nombre de microbiologistes des sols, dont Rovira, Alexander, Foster, sont arrivés à la conclusion qu'il est essentiel d'avoir des informations sur l'environnement hétérogène des micro-organismes à l'échelle des pores pour pouvoir comprendre leur comportement et prédire leur activité. Maintenant que nous avons les moyens d'obtenir ces informations microscopiques, des recherches récentes ont montré que ces chercheurs avaient tout à fait raison. Alors, là on arrive à la question. Dans votre présentation, vous parlez beaucoup d'extraction qui automatiquement élimine toute information sur l'hétérogénéité à l'échelle microscopique. Quelles sont les raisons qui vous convainquent que l'environnement physico-chimique des micro-organismes à l'échelle microscopique n'ait pas d'importance et que les observations que vous faites uniquement sur ce qui est extrait donnent une bonne idée de ce qui se passe réellement dans les sols?
C'était pas. Alors, c'est une question complexe, hein. Donc, effectivement, on a des outils aujourd'hui qui permettent de travailler à différentes échelles, hein. Et il y a d'ailleurs des travaux qui vont faire de l'emboîtement d'échelles pour essayer de voir les filtres qui vont déterminer donc l'abondance, la diversité, l'activité des communautés à chacune des échelles, donc de l'habitat microbien jusqu'à des échelles plus larges. Et là, on a vu l'échelle du RMQS, mais il y a des gens qui travaillent également à des échelles européennes, voire mondiales. Moi, je pense, hein, de ma propre expérience, c'est qu'à chaque échelle, on va avoir des filtres et des niveaux d'explication de l'abondance et de l'activité des communautés. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une échelle qui va être plus pertinente que l'autre. Chacune va apporter des niveaux d'information qui seront complémentaires et qu'on va intégrer justement en fonction de l'échelle qu'on considère. À l'échelle du RMQS, on va avoir identification des grands filtres, des grands paramètres qui vont structurer les communautés. À l'échelle de parcelles agronomiques, agricoles, on a par expérience identification de filtres différents avec un poids plus important des pratiques qui sont réalisées sur le site. Et ce poids des pratiques, on ne le voit pas forcément à l'échelle du RMQS. Et à des échelles d'habitat microbien, on peut avoir identification d'autres paramètres, notamment liés à des paramètres historiques d'occupation du sol, où on va avoir des signatures de communautés entre le compartiment intra et le compartiment extra, enfin de la macroporosité et de la microporosité, des signatures qui vont pouvoir être révélatrices de l'historique ou de l'utilisation actuelle des sols. Voilà, donc j'ai pas de réponse définitive à donner, hein. Je dirais juste que pour moi, l'échelle de l'habitat apporte un ensemble d'informations pertinentes, de même que l'échelle du microcosme, hein, l'échelle de la parcelle, l'échelle du RMQS. À chaque niveau, on va avoir un corpus d'informations qui va nous permettre, et l'important, hein, c'est de garder l'interprétation dans le domaine de l'échelle considérée. Je pense qu'il ne faut pas essayer d'extrapoler l'échelle du RMQS à l'échelle de l'habitat microbien. Là, à mon avis, on ferait une erreur. Et de même, il ne faut pas nécessairement directement extrapoler l'échelle de l'habitat aux échelles supérieures. C'est des travaux d'emboîtement d'échelle qui permettent de voir si les passerelles peuvent être sautées ou non. Mais dans l'absolu, chaque échelle, même prise indépendamment, apporte un lot d'informations intéressant et avec une réalité écologique bien qu'on démontre quotidiennement dans les travaux qui sont disponibles. Alors moi, je peux peut-être compléter, alors non pas pour les sols, hein, qui n'est pas, comme vous l'avez compris, l'environnement sur lequel je travaille, mais par contre dans les sédiments, où finalement des problèmes extrêmement similaires se présentent. Et c'est vrai qu'on peut avoir au niveau sédimentaire, mais c'est vrai dans les sols, beaucoup d'hétérogénéité et qu'à petite échelle, comme le disait Pierre-Alain, en fait, on peut avoir des communautés différentes, un fonctionnement qui localement est tout à fait différent. Nous, on peut le mettre en évidence effectivement au niveau sédimentaire. On a des gradients, par exemple, de pH à l'échelle du millimètre, voire moins, ou de pression d'oxyde de carbone, ou de concentration en dioxygène. Donc finalement, ces variations, cette variabilité, cette hétérogénéité, elle a des implications, elle résulte dans des changements d'activité ou de groupes fonctionnels associés. Maintenant, il est certain que lorsqu'on se passe à une échelle supérieure, par exemple, on étudie la minéralisation de la matière organique, on peut le faire en étudiant des flux, et ces flux, en fait, finalement, intègrent ces réalités. Donc, c'est vrai que de temps en temps, aller voir ce qui se passe à micro-échelle est très important. C'est quelque chose vraiment de très important. Et il est vrai que néanmoins, ces approches omniques moléculaires sont très utiles, apportent beaucoup d'informations très, très intéressantes, mais qu'il faut bien sûr tenir en compte aussi ces réalités. Parce que lorsqu'on fait une extraction, eh ben, on est limité en termes de quantité de matériel qu'on va prélever, et par conséquent, bon, forcément, on va moyenner une information sur un certain volume, sur une certaine quantité de matrices extraites. Bon, néanmoins, on peut essayer d'aller chercher donc ces matrices à micro-échelle, mais c'est un autre travail
qui peut être faite effectivement de manière ponctuelle. Donc en fait, comme en écologie, finalement, on va osciller, effectivement, on va changer de niveau d'échelle, de niveau d'intégration, et on essaye parfois, parce qu'on a un fonctionnement global du système à une certaine échelle, et parfois on se rend compte qu'on ne comprend pas bien son fonctionnement, donc on est obligé de descendre à un niveau inférieur. Mais cette question, effectivement, est très, très intéressante et très importante. Donc au cours d'exposé, on ne peut pas rentrer dans ce détail, à ce niveau de détail, mais ça nous permet ici, effectivement, de soulever ce point-là qui est très important, qui est celui de l'échantillonnage, de la récupération à un certain niveau, effectivement, de l'information moléculaire. D'accord. Je propose qu'on prenne un peu de temps pour que j'ai le temps de poser les questions qui me restent. Quand Thomas Guiraud pose la question suivante, quand on parle de communautés microbiennes, on parle souvent des bactéries, des archées, des fonges, mais est-ce que les autres micro-organismes, virus, bactériophages, mycophages, protistes, flagellés, microalgues, etc., peuvent être utilisés comme bioindicateurs? Encore une fois, je peux faire une réponse. Évidemment, oui. Encore une fois, là, les travaux qui ont été exposés portent essentiellement effectivement sur bactéries, archées et fonges. Il va de soi que le fonctionnement d'un sol, le fonctionnement d'un sédiment ou dans la colonne d'eau est lié à l'ensemble des micro-organismes qui s'y trouvent, et d'ailleurs même aussi à des macro-organismes. Donc évidemment, on peut aussi aller chercher dans d'autres groupes taxonomiques des informations qui peuvent effectivement alimenter la bioindication et permettre à aider à caractériser encore une fois l'état fonctionnel de notre système. Tout dépendra aussi un petit peu de la question qu'on se pose, car là aussi, si on change de classe de taille d'organisme, on a aussi des cycles biologiques qui sont différents. Donc en fait, on a des systèmes qui répondent à des échelles de temps qui sont également différentes. Mais c'est évidemment quelque chose de très intéressant. Alors je continue. Ulrich Schreier me demande la question suivante. Est-ce que ces techniques ont été utilisées quant aux contaminations agricoles, effluents d'élevage, engrais chimiques, fongicides, insecticides, herbicides, dont notamment le glyphosate? Est-ce qu'on a en fait des travaux qui ont essayé de voir comment ces contaminants pouvaient influencer la biomasse, la diversité, etc. Alors, il y a des travaux sur l'écotoxicologie donc au niveau des systèmes terrestres. Alors spécifiquement sur le glyphosate, moi j'ai pas en tête, là c'est pas trop mon domaine, donc je préférerais ne pas dire de bêtises. Je pense que je peux pas répondre là-dessus. Je sais que sur ces problèmes un petit peu souvent c'est assez difficile d'avoir des sites qui soient dédiés spécifiquement là-dessus, puisque associé à la disparition du glyphosate, on a souvent un changement des pratiques, notamment des pratiques de travail du sol qui vont aussi avoir un impact derrière sur les indicateurs microbiens. Donc c'est souvent des impacts qui sont difficiles à isoler, le glyphosate tout seul, au terrain en tout cas, versus une absence de glyphosate qui est de toute façon associée à un ensemble de pratiques au sein d'un système qui va être différent. Après, il y a des études plus au laboratoire, où on va essayer d'identifier des gènes qui vont être impliqués dans la décomposition de ces contaminants. Donc là, oui, il y a des travaux sur l'atrazine, donc notamment par rapport à ce que je connais au niveau de mon laboratoire. Il y a des travaux qui sont faits pour identifier les mécanismes génétiques qui permettent la dépollution, la dégradation de ces composés au niveau du sol. Ok, je continue. Dans une recherche bibliographique rapide, en fait, on tombe effectivement sur plusieurs études récentes qui portent effectivement, par exemple ici, Effect of Glyphosate on Soil Microbial Activity and Biomass. Effectivement, et puis il y en a d'autres. Donc la réponse c'est oui. De toute façon, ces outils ont été utilisés, quel que soit le type de matrice, pour essayer de comprendre à la fois l'impact que pouvaient avoir des insecticides ou certains contaminants, à la fois sur la structure, mais également sur le fonctionnement du système. D'accord, très bien. Mathieu Normand, pour la question suivante, pourriez-vous comparer
les coûts des techniques de métaprotéomique avec ceux des techniques de métagénomique, métatranscriptomique. Donc c'est peut-être l'occasion d'évoquer les coûts de ces techniques, pas dans le cadre de la recherche, mais plutôt faire le lien avec le cadre de l'application. Oui. Alors, sur ces coûts, Philippe donc vous a montré la baisse des coûts liés à la caractérisation de l'ADN et de l'ARN. Par rapport aux indicateurs microbiens. Alors moi, je vais parler sur les activités au niveau du sol. C'est des indicateurs qui coûtent encore assez cher aujourd'hui. C'est plusieurs centaines d'euros si on veut avoir la diversité des bactéries, la diversité des champignons, l'abondance des bactéries et l'abondance des champignons. Mais alors, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ces coûts vont être amenés à baisser très fortement, puisqu'il y a un projet d'investissement d'avenir, le projet Agroécosol, qui a été financé. Et ce projet a pour objectif de rendre opérationnels ces indicateurs de qualité microbiologique des sols et d'industrialiser ces indicateurs. Donc, dans industrialisation, il y a développement de l'automatisation, de l'ensemble de la chaîne qui va permettre d'aboutir à l'obtention de ces indicateurs. Et là, on va avoir une baisse très importante des coûts, puisque pour l'instant, ce sont des analyses qui sont faites au niveau de laboratoire, mais qui ne sont pas industrialisées. Et donc, ça peut expliquer le coût relativement élevé encore de ces analyses à l'heure actuelle. On va dire qu'à échéance de 2-3 ans, grâce à ce projet, qui va être pris en charge au niveau d'OREA, laboratoire d'analyse des sols, on va avoir un développement et une baisse très significative des coûts. Alors, je peux pas vous dire jusqu'à combien on va arriver, mais on va arriver très certainement à des coûts comparables à ce qui va se faire au niveau de la physico-chimie des sols. Oui, d'accord. Alors, les questions arrivent au fur et à mesure. Je vais bientôt m'arrêter là. Une question encore d'Alain Broman. Est-ce que la forte redondance fonctionnelle des bactéries ne pose pas un problème de fond pour les utiliser comme indicateurs fonctionnels? Est-ce que... Alors, au niveau de toute façon, au niveau des analyses qu'on va faire là, on va pas être que bactéries, ou on est sur des analyses qui prennent en compte les bactéries et les champignons. Donc, on va avoir la redondance fonctionnelle des deux groupes microbiens. Donc, c'est une redondance qui est importante. Ça, on le sait, mais par rapport aux travaux, justement, donc soit sur les érosions de diversité, ou alors d'autres travaux maintenant qui sortent sur des communautés plus indigènes, où on va avoir un screening d'un grand nombre d'échantillons et qu'on va essayer de connecter avec des approches statistiques cette fois, avec des niveaux de fonction du sol. Eh bien, on a aussi là mis en évidence que la diversité de ces communautés va être un paramètre explicatif de l'intensité des flux. Donc, je pense qu'il y a une littérature qui montrait, donc et on va pas la nier, une redondance fonctionnelle importante, mais que cette redondance a été un peu surévaluée d'un point de vue de stabilité des activités, et qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de travaux qui montrent qu'une fluctuation de cette diversité de communautés va induire des modifications de fonctionnement du sol. D'accord. Alors encore une question. Jeanne Maréchal, vous parliez de forte variabilité saisonnière des communautés bactériennes dans l'eau. Et donc la question c'est, est-ce que des études concernant les sols ont-elles été faites ou sont-elles en cours sur cette idée de forte variabilité saisonnière? Et dans le cas contraire, quelle est la valeur d'écart réalisée dans le cadre du RMQS? Alors, là, on est sur le sol. Donc là, on était sur du métaprotéome. On est sur un niveau d'expression du métagénome. Donc le métaprotéome va être plus fluctuant que le métagénome. Un métagénome donné va pouvoir donner plusieurs métaprotéomes en fonction des conditions environnementales.
Donc on est sur une entité déjà un peu plus réactive par rapport aux conditions locales du milieu. Le métaprotéome est une expression du métagénome qui fluctue, qui varie en fonction des fluctuations environnementales. Donc on est sur quelque chose de plus réactif. Au niveau des cartes faites au niveau du RMQS, donc comme je l'ai dit, hein, on est sur un échantillonnage qui s'est pas fait en une fois. Hein, on est sur un échantillonnage qui s'est fait sur 10 ans. Donc déjà, intégré dans l'échantillonnage, on a une dimension dynamique. On est sur des échantillons. Le premier prélevé, le dernier prélevé 10 ans après le premier. Alors comme je l'ai dit, hein, on a à partir des données qu'on a obtenues, on a testé l'impact donc de la date de prélèvement sur la signature pour voir si le moment de prélèvement était le driver de l'abondance ou de la diversité des communautés. Et c'est pas sorti comme le paramètre explicatif. Au contraire, hein, ça a été les paramètres de type de sol, physico-chimiques et mode d'usage qui sont sortis. Donc au niveau de ce RMQS, c'est peut-être lié au mode de préparation des échantillons avec le séchage au préalable aux extractions d'ADN qui peut expliquer ça, mais en tout cas, cette dimension dynamique temporelle, c'est pas celle qui explique les résultats qu'on obtient à l'échelle nationale. On a des analyses maintenant de dynamique de diversité des communautés de bactéries et de champignons à l'échelle saisonnière hein, dans le sol. Et ce qu'on voit, donc hors événements climatiques extrêmes, c'est que les fluctuations de climat entraînent une modification de diversité, mais qui sont nettement inférieures aux modifications qui peuvent être liées à d'autres apports extérieurs, comme des apports d'intrants, ou alors le développement de plantes au niveau du sol. Ces fluctuations saisonnières ne sont pas les paramètres explicatifs, hors événements extrêmes, de la variabilité la plus importante des communautés au cours d'une année. D'accord, c'est clair. Alors, la dernière question, hein, pour clore ce webinaire, c'est pour faire le lien entre microbiologie et macro. Hein. Est-ce qu'il y a, à votre avis, un lien entre l'activité microbiologique et la biodiversité macroscopique flore et faune? Je pense que Philippe a déjà montré un exemple, mais le sentiment plus général actuellement sur ce lien? Alors le lien, les microbes vers la faune, en tout cas la faune par son activité va avoir un gros impact sur l'activité, la diversité des communautés microbiennes. Elle va moduler l'environnement, créer des galeries. On va parler des lombrics là. On va avoir aussi les déjections qui vont être des habitats pour les communautés microbiennes. Et on sait on appelle ça la drillosphère, va être un environnement particulier, un hotspot d'activité pour les communautés microbiennes. Donc les lombrics, notamment, vont avoir une influence très forte sur l'abondance et la diversité des communautés. Après, il y a d'autres types de faune, hein, comme on a parlé d'Alain Broman qui a travaillé beaucoup sur les termites. L'activité des termites va être aussi un régulateur de la diversité, de l'abondance et de l'activité des communautés microbiennes. Très Donc, bien. oui, en tout cas, la faune et la flore sont en interaction. D'accord. Juste pour compléter, effectivement, dans un système sédimentaire, très clairement, on a un système intégré. Lorsqu'on considère le fonctionnement, les communautés microbiennes sont en relation directe avec la méiofaune, qui est elle-même en relation avec la méso et la macrofaune. Et on a un système donc, qui fluctue, qui fonctionne effectivement de pair. Et donc, il y a une incidence effectivement extrêmement forte sur à la fois la structure et sur le fonctionnement des communautés microbiennes. Qu'il faut d'ailleurs aller au-delà, c'est-à-dire que même en parlant de termites, on pourra parler de vers, on pourra parler d'autres types d'organismes, de crustacés par exemple, dans ce qui concerne les sédiments marins ou d'eau douce, surtout marins. Et en réalité, il faut considérer également tout le tractus digestif de ces organismes qui constituent autant de micro-écosystèmes dans l'écosystème, dans la matrice que l'on étudie. Ben merci. On va clore ce webinaire. Je voudrais vous remercier parce que vous avez su nous présenter
toutes les évolutions récentes qu'il y a eu et qui ont été énormes ces dernières années, aussi tout ce qui reste à faire. Donc je pense qu'on a eu là une bonne vision des approches à venir dans le domaine du diagnostic environnemental en son du sol. Donc je vous remercie et je vous donne la parole finale pour clore ce webinaire. Écoutez, moi je vous remercie déjà encore une fois pour l'invitation à faire cette présentation et puis merci à tous les gens connectés pour nous avoir suivis et avoir posé ces questions en espérant qu'on a apporté des éléments de réponse assez convaincants. Oui, merci effectivement. Je me joins effectivement au remerciement de Pierre-Alain Marron. Alors évidemment, dans ce genre de démarche, on ne voit pas nos interlocuteurs, mais en tout cas, on espère que nous avons su effectivement attirer votre attention et su apporter des éléments peut-être de réponse ou des questionnements ou éclairer certains questionnements. Donc Voilà. bonne continuation à toutes et à tous. Merci à vous. Alors, juste pour dire un dernier mot, que le webinaire en question a été enregistré et que il sera disponible sur la chaîne webinaire de l'Association française pour l'étude des sols d'ici quelques jours, quand même après accord des conférenciers. Donc merci à tout le monde et bonne fête de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau cycle de webinaire l'année prochaine. Donc au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.